great man doesn't seek to lead. He's called to it. But if your answer is no, you'll still be the only thing I ever needed you to be. My son. If anything happens, will you protect Paul? With my life. Only together can we stand a chance. It's time. Donc maintenant parlons de Dune. Donc là on est sur un gros morceau, donc je pense que ça prendra une vidéo entière. Donc Dune, allez on y va. Donc Dune, qui est donc sorti en France, aux États-Unis, ça fait un mois qu'il est sorti en France, donc je considère que vous l'avez vu, voilà. Dune, c'était un film que les bandes annonces m'a hypé pas de ouf, je vous l'avoue. Mais le deuxième trailer m'a complètement rassuré sur le film après, mais j'avais vraiment l'impression qu'il y avait un manque de budget quand je voyais le premier trailer en fait. Et Dune, moi personnellement j'adore Denis Villeneuve. J'ai pas vu tous ces films, mais pour moi Prisoners c'est un chef-d'œuvre. Blade Runner 2049 pour moi c'est un chef-d'œuvre. J'aime beaucoup Arrival. Par contre, je suis pas un grand fan de Enemy ou de Sicario. Sicario, j'ai pas compris le délire. Franchement, j'étais pas fan du tout. Et Dune, j'étais plutôt intrigué vu que c'est un univers assez ancien. C'est un peu l'une des bases de la SF, Frank Herbert. Donc j'étais plutôt intrigué. Le casting est énormissime, donc là ça m'a hypé davantage. Sauf Timothée Chalamet, mais on y reviendra. Et donc le film est sorti avec il a été reporté d'1 an, donc ça a été assez difficile. Et j'ai passé un bon moment. J'ai plutôt bien aimé, c'était une vraie expérience. Pour le coup, Dune, c'est une vraie expérience cinématographique, c'est un film à voir au cinéma. Bon, c'est trop tard pour vous le dire, mais j'espère que vous avez pensé à le voir au cinéma. Et donc, à l'heure d'aujourd'hui, Dune partie 2 a été annoncée, donc oui, on aura une suite, alléluia. Et donc, en ce qui concerne ce film Dune, ce premier film adapte la première moitié du bouquin Dune. Et donc, je trouve le film très très bon. Je trouve qu'il y a des défauts, quelques gros défauts même. Mais parlons du positif tout d'abord. La réal est magnifique de Denis Villeneuve, visuellement le film est magnifique, les décors, les visuels, les plans, les jeux de lumière c'est magnifique, c'est sobre, c'est du Denis Villeneuve. Peut-être parfois des décors un poil trop sobres parfois, où t'as l'impression qu'il n'y a aucune vie parfois. Peut-être mon seul défaut que j'aurais à dire par rapport à ça c'est l'architecture des planètes et des villes, dans le sens où par exemple la maison des Harkonnen ou l'Empire, t'as l'impression que c'est le même endroit, où tu sens que l'habitat de chaque personnage est trop similaire, j'ai l'impression. Tout est trop carré, tout est trop cubique dans le décor de toutes les maisons, en fait. Donc c'est peut-être un peu ça qui me dérange, c'est que Villeneuve a instauré sa patte un peu partout, et du coup on a du mal à distinguer on a du mal à distinguer vraiment Arrakis des Harkonnen, de l'Empire, de Caladan, je crois. Ouais, même si Caladan, du coup, même si on arrive vraiment à distinguer ces planètes par leur décor, en fait. Caladan parce que c'est une planète vraiment entre la mer et la terre, Arrakis parce que le désert, etc. L'Empire parce qu'il pleut tout le temps. Mais c'est vrai qu'en termes de décor, c'est pas non plus extraordinaire, je dirais. Par contre, j'aime beaucoup l'aspect practical du film, le fait que vraiment Denis Villeneuve il a fait il a fait au mieux du practical, au maximum de ce qu'il pouvait, parce que les costumes sont magnifiques, il y a très très beaux costumes, les armures sont assez bien départagées, les armures un peu insectes des Harkonnen, les armures blancs avec des taches de sang de l'Empire, les Sardaukar, l'armure un peu plus pierre, on va dire, un peu plus gravat, j'ai envie de dire, des Atreides, bien sûr la combinaison des Fremen, qui est aussi assez cool visuellement, qui rend assez bien, en tant que à la fois une combinaison de survie qui va bien également. Vraiment visuellement en termes de costume, même à un moment donné tu as la Jessica qui a une écharpe, son écharpe un peu transparent, et l'écharpe est grave stylée quoi, j'ai trouvé. Ou les Bene Gesserit qui ont aussi des bons designs mystiques qui fonctionnent assez bien également. Donc oui, en termes de costume c'est magnifique, en termes de décor comme j'ai dit c'est magnifique, même s'il y a un côté à poil trop sobre. En termes de photographie c'est très très beau aussi. La musique de Hans Zimmer, c'est probablement la meilleure qu'il a composée cette année, vu qu'il a pas fait des travails de dingue, vu que No Time to Die c'était pas dingue, Army of Thieves c'était oubliable. Là c'est probablement sa meilleure musique, mais il me manque une musique qu'il avait mis pourtant, et j'étais tellement déçu qu'il avait pas mis cette musique en fait. Parce que cette musique-là, pour moi, c'était tellement génial cette musique, et j'étais mais pourquoi elle est pas dans le film ?
cette musique-là n'est pas dans le film. Pass over me. Et en plus, cette musique, il la remet dans le deuxième trailer en plus. Off the ground, go! This is an extermination. Moi, je suis en train de faire trembler le micro-cravate. Let's fight like demons. Bref, pourquoi cette musique n'est pas dans le film ? Cette musique est absolument incroyable. Le thème est marquant, c'est épique as fuck. Pourquoi cette musique n'est pas dans le film ? J'ai été dégoûté quand il n'y avait pas cette musique. J'ai vraiment été dégoûté. Même si la musique est très cool, il y a une vraie ambiance, il y a un vrai style. La musique est magnifique, elle est incroyable, évidemment. Surtout, on retrouve les chants qu'on a à la fin de ce trailer-là, justement. Des ta-la-la-la-la-la. Alors, qu'on l'entend là. Voilà, on retrouve c'est un peu ça le thème du film, du coup. Mais ce thème était génial. Pourquoi tu l'as enlevé, Hans ? Pourquoi tu as enlevé ce thème, Hans ? Pourquoi ? J'espère qu'il sera dans le 2. Mais oui, la musique est très bien sinon en dehors de ça. Mais du coup, costume, visuel, décor, j'aime beaucoup le fait qu'on soit dans un univers de SF original. Dans le sens où la SF c'est toujours les robots, les intelligences artificielles, des trucs rétro-futuristes avec de la technologie de partout. Là, on est dans l'équilibre entre SF et nature, que je trouve assez intéressante. Vraiment, et ça vend une histoire passive. Je vais en parler après. On sait pourquoi l'univers est un peu comme ça par rapport au bouquin. Mais ça vend une histoire ça vend un univers assez fascinant en fait, avec une planète désertique, avec des machines un peu surdéveloppées, surhumaines. Et on a le fait qu'il y ait de la religion, malgré qu'on soit dans un univers de SF également, qui est l'absence de machines conscientes, d'intelligence artificielle. Donc il a réussi à créer un bon univers où on arrive à mêler technologie, inventions humaines à la nature, à des aspects très naturels, très sobres. Et je trouve que ça crée vraiment une véritable identité au film, qui marche parfaitement bien. Sinon, en termes de personnages, eh bien, c'est là que ça commence à pêcher, parce que c'est un peu le problème avec les grands réalisateurs qui aiment bien faire des films très très sobres, avec des très très techniques, très très calibrés, parfaitement bien cadrés, parfaitement bien filmés, avec plein d'idées intéressantes. C'est que c'est froid. C'est que tu mets la réalisation, la technique au profit, je trouve, de la tâche que tu as envers les personnages, en fait. On parlait du coup des acteurs, les personnages sont froids. J'ai du mal à m'y attacher. Franchement, j'ai beaucoup de mal. J'ai du mal à ressentir de l'émotion et de l'empathie pour eux. Quand j'irai voir Dune partie 2, ce n'est pas pour les personnages, c'est pour l'univers en fait. Parce que Timothée Chalamet, c'est pas un acteur que j'apprécie particulièrement, je trouve qu'il a une tête de con un peu, mais il a du charisme. Je trouve qu'il a du charisme et je trouve que Timothée Chalamet il aurait été parfait pour jouer un personnage, genre un méchant jeune en fait. Genre un jeune Loki ou un jeune Kylo Ren. Mais en héros, j'ai du mal. J'ai vraiment du mal de le voir en tant que héros en fait. C'est ça qui me dérange. C'est que le personnage est trop froid. Mais à la limite, je trouve ça cohérent de le caster par rapport à la suite des éléments du bouquin, parce que le principe du personnage de Paul, c'est qu'il se déshumanise au fil du film. En fait, il est de moins en moins humain. Parce qu'au fil du film, au fil de la franchise, il devient un dieu, une figure messianique. Il devient un mythe plus qu'un homme. Mais le problème, c'est que dans Dune, on est censé découvrir l'aspect homme du personnage, et je ne le trouve pas. Je le trouve froid dès le début, extrêmement froid dès le début. Du coup, j'ai du mal à m'attacher à lui. Je suis plus attaché à Oscar Isaac, au Duc Leto, qui est vraiment le politicien qui est en train de tout perdre, donc c'est surtout ça qui le rend attachant. Et sa mort est assez triste, et donc le personnage, Oscar Isaac l'interprète très très bien. Ou à Lady Jessica, qui a des scènes où elle pleure, on sent que c'est un personnage en retenue, mais il y a des scènes où elle pleure, on sent qu'elle est attachée à son fils et à son dilemme d'entre Bene Gesserit et être mère. Mais encore, je trouve là aussi, c'est pas non plus suffisant, je trouve. Et Jason Momoa, Duncan Idaho, c'est un très très cool personnage. On le voit assez peu par rapport à ce que je pensais, même s'il a suffisamment de scènes pour qu'on instaure une amitié avec Paul. Mais Duncan Idaho, c'est Jason Momoa. Ils ont pris l'acteur pour le rôle, clairement. Mais oui, là, même lui, on a du mal à s'attacher, vu que on n'est pas non. On a eu le temps. Je trouve qu'il y a assez de scènes entre lui et Paul, mais j'ai du mal à me dire, oh non. En fait, quand les personnages meurent, tu es triste parce que t'aimes les acteurs en fait. T'es triste parce que c'est Oscar Isaac, t'es triste parce que c'est Jason Momoa, même s'il a une belle fin, vu qu'on a la fameuse séquence mythique où Duncan Idaho réussit à tuer près de 19 hommes à lui tout seul avant de mourir. Donc ça c'est assez stylé, même si
Les scènes d'action sont loin d'être les atouts du film. Les fights sont vraiment assez moyennes. Les fights sont très moyennes, pour le coup, c'est pas ouf. Sauf les grandes attaques épiques, genre la course-poursuite sur le gros tsunami de désert, ça c'était assez stylé par exemple. Mais les scènes d'action, voilà. Par exemple, on a la scène de rêve de Paul, où il se bat, et en gros c'est du CGI complet et c'est moche. Très moche. donc ce petit moment avec des armures totalement CGI où c'est très moche. Pour le coup, ça c'était vraiment les seuls effets spéciaux qui étaient vraiment très très moches du film. Sinon, le film, je trouve qu'ils ont parfaitement réadapté. C'est aussi un grand point fort du film, ça. La réadaptation de l'univers de Dune. Surtout par rapport au film de David Lynch que j'ai vu, que je trouve très très kitsch. Par exemple, d'ailleurs, on va en parler maintenant. Le baron Vladimir Harkonnen. Putain, ce personnage, je me demande vraiment comment ils allaient réussir à le rendre crédible. Le gars, c'est un gars obèse qui plane. Le gars, il plane. Il vole. Comment tu vas rendre ça badass, terrifiant? Eh ben, Denis Villeneuve l'a fait. Déjà en prenant Stellan Skarsgård, et je suis tellement content que Stellan Skarsgård ait enfin un très très cool rôle pour lui, vraiment, parce que il joue tout le temps les persos secondaires, et là le voir jouer le grand méchant de la franchise, c'est vraiment très très cool. Et son design, il a un flow, c'est pas qu'il est obèse, c'est qu'il a une musculature qui le rend vraiment flippant, et en plus déjà le personnage est très très inspiré de Marlon Brando dans Apocalypse Now, vraiment il est vraiment iconisé de cette manière-là, avec l'aspect chauve, l'aspect vraiment... Le fait qu'il soit obèse le rend flippant, vu qu'il a une espèce de gesture, il a un regard menaçant, il a un charisme avec sa voix. Pour moi, c'est le nouvel empereur Palpatine de cette génération, quoi. Il est excellent. Vraiment, le personnage du baron Harkonnen, il est incroyable. Et il est badass. Et même quand on le voit voler, soit tu as le moment du trailer où quand il plane, on voit qu'il y a une longue jupe qui survole. Il a sa longue toge qui survole ses pieds comme s'il était gigantesque en termes de taille. Ou soit on le filme dans le flou, s'approcher du corps paralysé de Leto, et là il est menaçant de ouf. Et à chaque fois tu le filmes vraiment en le cachant un peu, vraiment quand il est sous la boue, quand il est sous son spa. Donc vraiment le personnage pour moi c'est la surprise du film. Le baron Harkonnen il a genre 4 scènes, mais vraiment j'ai très très hâte de le voir dans la suite, pour le coup. Très très hâte, et j'ai envie d'enchaîner du coup avec ses alliés, du coup la suite de la maison Harkonnen, du coup. Comment il s'appelle déjà le Dave Bautista? Il s'appelle Rabban. Donc Rabban, on le voit très très peu dans le film. Dave Bautista fait du Dave Bautista, c'est-à-dire il joue un gros personnage bien bourrin, pas très intelligent, mais il est sympa dans le film, on le voit très très peu. C'est en regardant les interviews que j'ai appris que c'est ce personnage-là qui a défiguré Josh Brolin. C'est dommage qu'on ne l'apprenne pas dans le film du coup, et j'espère du coup qu'on aura une confrontation entre lui et Josh Brolin dans le deuxième. Au moins comme ça, Drax aura enfin sa vengeance contre Thanos. Bon, peut-être pas, vu que j'imagine que c'est lui qui va perdre et pas Josh Brolin, vu que Josh Brolin c'est le gentil et lui c'est le méchant, mais bon. Et je pense lui c'est l'une de mes déceptions du film, c'est Peter De Vries. Peter De Vries, qui est joué par David Dastmalchian, dont c'est l'année, vu que le gars il était dans Suicide Squad, il était dans What If, il est partout. Et lui je suis assez déçu parce que Peter De Vries, il est connu pour être un peu le tortionnaire de l'univers de Dune. Déjà c'est un manta, ça aussi c'est un truc que j'étais un peu déçu. C'est le fait qu'on n'ait pas vraiment expliqué ce qu'était un manta. En fait, les mantas, comme il n'y a pas de robots dans cet univers, les mantas, c'est un peu des ordinateurs humains. Je trouve que c'est un concept très intéressant. Et je trouve le personnage de Peter De Vries sous-développé de ouf. Jamais, à aucun moment dans le film, on le voit torturer quelqu'un. À aucun moment dans le film, on le voit utiliser ses capacités de manta. À aucun moment dans le film, on sent l'aspect sinueux du personnage. Et à la fin, il crève. Et d'ailleurs, David Dastmalchian a dit que Denis Villeneuve a coupé beaucoup de ses scènes. On voit une scène, il a dit qu'il a coupé une scène où on le voyait torturer quelqu'un, il a coupé une scène où on le voyait communiquer avec Tifout, il s'appelle, je crois, le manta de la maison Atreides. Donc je trouve ça très dommage qu'on a coupé tous les moments intéressants de ce personnage, en fait, et je suis assez triste. Et justement, il y a beaucoup de scènes coupées, malheureusement, c'est l'un des défauts, donc on va revenir à ce défaut-là aussi. C'est que Dune, par rapport à la moitié du premier livre, est trop court. Il aurait mérité de durer 3 heures, je pense. Mais comme c'est un film, 2h30, je comprends totalement pourquoi il l'aura raccourci à 2h30. Après, comme Denis Villeneuve, c'est un peu le type de cinéaste qui dit que ce film, c'est son film, il n'y aura pas de version longue, etc. Il n'y en aura pas, il n'y aura pas de version longue. Mais je prie pour qu'on ait tout ça en scène coupée. S'il te plaît, Denis, toi qui comprends le français parce que tu es canadien, écoute-moi, mets les scènes coupées, s'il te plaît. Mets-les en scène coupée au moins. En scène coupée, je t'en prie. Vu qu'ils ont même coupé une scène, la scène du banquet de Dune. Si j'ai bien compris, c'est la scène où tout le monde croit que c'est Jessica la traître parmi les Atreides. Il me semble que c'est un truc capital dans le livre. Pourquoi on ne l'a pas dans le film? C'est dommage aussi. Je pense qu'il y a des choses qu'on aurait pu enlever au profit de ces scènes-là. Par exemple, je pense... Vous aurez pu cutter l'un des rêves de Paul, vu que Paul il rêve beaucoup dans le film. Et il me semble que dans le livre, il ne rêve pas autant. Donc je pense qu'on aurait pu couper l'un de ses rêves quand même. Donc je pense qu'il y avait moyen de faire des choses.
Donc à propos de ça, il y avait moyen de faire des choses. Par contre, du coup, je trouve qu'il y a trop de scènes coupées. Ensuite, du coup, ça fait partie d'un défaut, c'est que le film est très bien rythmé. Par contre, je trouve que les 2h30, le film est contemplatif, il est plutôt lent, mais moi, j'adore les world building. Les world building, j'adore ça. Et je trouve le film magnifique. Je trouve qu'il est très bien rythmé pour construire son univers. Je trouve que ça a passé crème. Ça a passé crème. T'as vraiment l'impression de vivre une épopée qui prend son temps, mais qui est à la fois épique, qui a une ambiance et ça marche parfaitement. Malgré tout ça, je trouve le film très très rythmé. En 2 heures, le film est long, mais je trouve très bien rythmé. Rythmé comme il le faut. Parfaitement rythmé, je trouve. En ce qui me concerne, c'est surtout un aperçu de soi. On ne vit pas le rythme d'un film de la même manière. Bref, donc voilà. Donc on a parlé. Donc autre chose, parce que c'est aussi autre chose que je veux saluer dans ce film, c'est la crédibilité. C'est que du coup, j'ai parlé du fait que j'étais stupéfait de comment il a réussi à rendre le duc crédible, mais la mort de Leto crédible, je m'y attendais pas. Parce que Leto, quand tu entends sa mort dans le livre, tu dis mais what ? Le gars, il se fait empoisonner par son médecin, ensuite on lui met une fausse dent, quand il croque dessus, ça empoisonne les gens, et en fait, dans le livre, il se trompe, il empoisonne le mauvais gars parce qu'il a eu des hallucinations, bref. Je trouve le truc giga kitsch. Enfin, quand j'entends ça, je trouve ça me paraît giga kitsch. Je me dis, mais comment ils vont interpréter ça dans le livre, dans le film ? Et ils ont encore réussi. Parce que là, ce que j'aime beaucoup avec la mort du duc Leto, c'est qu'il y a de la mise en scène, en fait. C'est qu'il y a vraiment une iconisation de sa mort, en fait. Vu que pendant tout le film, il y a déjà toute l'histoire du taureau. En fait, du taureau qui a tué le grand-père de Paul et le père de Leto. Et du coup, avant de mourir, du coup, Leto voit la tête du taureau qui est accroché dans la maison, ce qui signifie qu'il va mourir, quoi. Et j'aime beaucoup cette confrontation. En gros, Leto meurt dans sa propre base, entre guillemets, dans sa propre table, face à face avec le baron. Donc il y a vraiment une iconisation de la mort du personnage, je trouve, qui marche parfaitement. Et puis le gars, il se retrouve face au baron et là, il se venge et il le bute avec une dernière phrase badass. Donc je trouve qu'ils ont vraiment bien iconisé sa mort, je trouve. Donc Oscar Isaac était vraiment très très cool dans le film, sa mort, alors, ils ont réussi à rendre sa mort crédible. Autre chose qu'ils ont réussi à rendre crédible, auquel je ne m'attendais pas, c'était les boucliers. Quand tu vois le truc de David Lynch, les boucliers, je me demandais vraiment comment ils allaient les rendre crédibles. Et ça marche encore une fois, c'est bien expliqué, c'est bien clair. Ils ont réussi à rendre l'idée des boucliers crédibles, encore une fois. Et aussi, comme on le voit dans les behind the scenes, vraiment cet univers est vraiment très très crédible. Genre même les vaisseaux, c'est du Villeneuve, c'est des ronds, c'est des cercles, où t'as ces espèces d'hélicoptères un peu libellules, ils ont un nom mais je sais plus ce que c'est, qui sont très très stylés. A priori, qu'il a essayé de faire en practical comme vous voyez, là, il a vraiment fait le plus de practical possible. Donc vraiment, Denis Villeneuve a fait un véritable effort sur le visuel, sur les décors, sur la construction des choses, et comme j'ai dit, c'est magnifique. Ensuite, en termes des personnages, comme j'ai dit, c'est dommage d'avoir sous-exploité le personnage du Toufat, il s'appelle Toufat, je crois, j'ai très mal écrit son nom. Toufat, oui. Ah, c'était juste pour une lettre. Ah non, c'est pas du tout lui. En gros, le manta de la maison Atréide, en fait. C'est dommage qu'au bout d'un moment dans le film, il disparaît. Voilà, ce petit monsieur juste là. Donc je trouve ça dommage qu'il disparaisse, et sinon il y a Josh Brolin aussi. Josh Brolin, ils lui ont pas donné le meilleur rôle. Déjà, Josh Brolin fait du Josh Brolin, dans le sens où il joue un chef des armées. Et Josh Brolin, il est né pour jouer un militaire, il a la voix, il a la prestance. Donc il est né pour faire ça. D'ailleurs, il y a 2-3 petites blagues dans le film qui fonctionnent, je trouve, ça va. Ça tue absolument pas la tonalité sombre du film, par contre. Mais vraiment, Josh Brolin, il est assez, je trouve malheureusement qu'on lui a donné un rôle parce que c'est un rôle fait pour lui, et puis il fait pas grand chose incroyable, quoi. Il joue vraiment. Ils ont coupé des scènes, par exemple, où il joue de la guitare, où on sent qu'il y a un côté plus doux chez lui, et c'est dommage de les avoir coupés, du coup. Parce que ce serait le personnage, un peu comme Jason Momoa, qui a l'air d'être le gars giga fort mais giga cool. Josh Brolin, il paraît vraiment comme un gros cliché, quoi. Donc lui aussi c'est normal. Sinon, on a le personnage de Light Kynes, qui est une femme dans le film. Je sais qu'à la base c'est un homme. C'est un homme à la base dans les livres. Là ils en ont fait une femme. J'ai l'impression que ça ne change rien au scénario, ça me dérange pas. Afro également, mais ça me dérange pas dans le sens où les Fremen sont vraiment iconisés de manière à ce que ce soit un peu des personnages un peu tribaux. Donc tu as des persos afro-américains, tu as des latinos comme Javier Bardem, t'as pas de blanc chez les Fremen, en tout cas de ce que j'ai vu. Donc je trouve que ça correspond un peu à leur vision des Fremen. Donc je trouve que ça marche plutôt bien. Le personnage est assez attachant et plutôt intéressant, ça fonctionne plutôt bien de son côté à elle aussi. Bien sûr, on a également Shani jouée par Zendaya. Pas grand chose à dire vu qu'elle est surtout là en rêve, avec du coup ces séquences en mode pub L'Oréal qui sont incroyables, bien évidemment. Mais oui, les Zendaya,
joue très bien le rôle dans le peu qu'on la voit. Donc ça va être très cool de... Pardon, ça va être très cool de la voir vraiment dans un temps beaucoup plus longtemps dans le prochain. Du coup, et on a également le personnage de Javier Bardem qui s'appelle quelque chose car. Bon, on va taper Javier Bardem. J'ai oublié son nom. Voilà, Javier Bardem ici, Stilgar, voilà, qui est plutôt badass, qui est charismatique vu que c'est Javier Bardem. Et j'ai bien aimé, pour le coup, la blague du crachat est très très bien trouvée. Vu que c'est une blague qui nous apporte la culture également des Fremen, donc c'est une blague qui est nécessaire, je trouve, qui marche. La blague du crachat marchait très très bien, pour le coup. Mais oui, je trouve qu'on est vraiment dans un univers intéressant, donc je crois que j'ai parlé de tous les personnages. Attendez, je regarde le casting vite fait. Bon, la Bene Gesserit, je vais pas m'attarder sur elle. Ah oui, il y a bien sûr l'Asiatique. L'Asiatique auquel j'ai oublié de parler. Pourquoi tu montres pas le casting? Ah voilà. L'Asiatique qui s'appelle Wellington Yue. Wellington Yue, lui aussi, c'est aussi une déception par rapport encore au fait qu'ils aient coupé beaucoup de choses dans le film. C'est que Yue, dans les livres, c'est une surprise que ce soit lui le traître en fait. Parce que c'est le médecin de la famille, il aime la famille, il est fidèle à eux. Et quand tu les vois les trahir, tu dis mais non, pas toi, tu étais l'élu, pourquoi toi? Pourquoi? Alors que là, tu te dis, ah bah c'est lui, ok, c'est lui, ok. J'aime bien le personnage, j'aime bien le visuel avec le fait que ce soit ce personnage médecin. Et en fait, ils ont coupé toutes les scènes du film où il parle de sa famille, où il parle à quel point il aime sa famille, etc. Et du coup, quand on découvre que c'est lui qui est le traître, bah on n'est pas surpris, vu que on sait dans le livre, il fait ça également pour trouver sa famille, là aussi. Au final, c'est plus un pétard mouillé qu'autre chose, je trouve, c'est un peu comme Peter De Vries, c'est un peu l'une des déceptions du film. Il aurait mérité beaucoup mieux, également. Il a aussi souffert du montage du film, on va dire. Sinon, je trouve qu'on introduit assez bien les univers, comme les Bene Gesserit, qui sont un peu les Jedi. On sait que Star Wars a inspiré, que Dune a inspiré Star Wars, donc les Bene Gesserit qui sont un peu les Jedi de cet univers-là, avec cette idée d'un élu avec la voix qui est un peu la force, et le fait qu'il y a un empire, un empereur, le désert qui rappelle Tatooine, etc. Et on va terminer, donc ça c'est plutôt cool, mais je trouve que malgré tout, le film arrive à avoir, pour un bouquin très très vieux, le film arrive à avoir une identité très très unique et très moderne, je trouve. Et donc on va parler également des vers de sable. Les vers des sables, j'adore le design. J'adore le design vu que ça, à la fois ça se ressemble à un pénis, mais on s'en fout. Mais je trouve que ça se ressemble à un œil, quoi. C'est voulu, mais il me rappelle un peu le Kraken de Pierre Descailles, mais j'adore cette idée de fait qu'on dirait que ses dents forment un iris en fait, et on dirait un œil énorme qui regarde Paul en fait. Donc je trouve ça assez magnifique comme visuel. Même si ce plan-là que vous voyez dans les images là, dans les bandes annonces, le plan était bien éclairé. Dans le film, c'est noir. Mais c'est noir. Je pensais que c'était mon écran de cinéma à la base. Au final, non, vu que même dans les clips que je vois, c'est noir, mais c'est noir. Pourquoi, Denis Villeneuve, tu as sous-éclairé ce plan? Pourquoi? On arrivait à peine à voir les vers de sable, quoi. Sinon, heureusement qu'il y a une suite, parce que c'est vrai que tous les rêves qu'on voyait de Paul, ça faisait très Snyder Cut, où on voyait les éléments des films de Justice League 2 et 3 qu'on verra jamais. Au final, là, si tous les rêves qu'on verra, on les verra se dérouler du coup dans d'une partie 2, heureusement. Donc ça va être plutôt cool. Est-ce que j'ai tout dit? Je ne pense... Est-ce que j'ai tout dit? L'histoire est très sympa. Je trouve que l'histoire, il y a des belles thématiques sur bien sûr l'épice, sur la colonisation, le fait de la religion également, avec bien sûr cette idée d'un messie qui est né pour régner également. L'idée de l'humanité, de est-ce que être roi te déshumanise, est-ce que être roi c'est bien, etc. Qu'est-ce qu'il faut pour être roi, etc. Tout ça, il y a des thématiques intéressantes, bien évidemment, thématiques écologiques, vu qu'on est sur un film très naturel également. Donc c'est un film que je trouve très bon, très rythmé, très beau visuellement, avec quelques petits problèmes malgré tout, d'effets spéciaux, de colorimétrie dans une ou deux scènes, très beaux costumes, de très bons acteurs, mais des scènes cultes des bouquins qui ont malheureusement été coupées, même si le film est très bien rythmé, et quand on le sait pas, on apprécie le film quand même largement. Des très belles scènes, de l'épique, une très bonne musique, même si Hans Zimmer a coupé une musique que j'adorais, mais des personnages froids. Et c'est ça le grand problème du film, c'est que les personnages sont froids. Voilà. Et aussi un effort de practical qui est vraiment à soulever, bien évidemment. Donc j'ai très hâte de voir d'une partie 2 où on devra normalement du coup voir la sœur de Paul, du coup, Alia je crois. On verra beaucoup plus de Baron Harkonnen, on verra j'imagine le neveu du Baron Harkonnen qui était joué par Sting chez David Lynch. On verra enfin l'empereur. Donc j'ai très hâte de voir le deuxième, et Denis Villeneuve a dit que son plan était de faire une trilogie.
Donc de faire une trilogie avec Dune partie 2 et Dune Messiah, parce qu'il faut savoir que il y a 8 livres Dune. Donc le gars peut faire 3 trilogies en fait. Dune partie 1, partie 2 et Dune Messiah. Ensuite la trilogie sur le fils de Paul, Leto 2 je crois il s'appelle, avec l'empereur Dieu, Dune, l'empereur Dieu, etc. Et puis en fait il faut savoir que quand Frank Herbert est décédé, il a écrit 6 livres Dune, et à la fin du 6e il y a un cliffhanger. Et donc 30 ans plus tard il y a son fils qui a écrit une fin à Dune en deux bouquins, ce qui en fait 2 du coup. Donc en vrai il y a moyen de faire 3 trilogies. En vrai, Denis Villeneuve a dit qu'il aimerait au moins faire une trilogie. Il a dit qu'il trouve les autres bouquins trop surréalistes pour les adapter. Après, du coup, il dit qu'à l'avenir, il ne rejettera pas forcément le fait d'adapter ses bouquins malgré tout. En vrai, vu à quel point Warner sont vraiment dans un mood de cinématique univers, à quel point, voilà. Bah, je pense qu'il y a grave moyen que Denis Villeneuve il fait juste sa trilogie. Ensuite, quelqu'un d'autre se charge de l'autre trilogie. Surtout que l'avantage, c'est que le casting est plus ou moins jamais le même, vu que Paul, il est plus ou moins là que dans sa trilogie à lui. Après, il est aussi dans le bouquin d'après. Et puis après, c'est vraiment une histoire de génération. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à raconter, en sachant qu'il y a en plus un spin-off qui est en préparation sur les Bene Gesserit. Donc c'est pas la chose qui m'intéresse le plus. Moi, ce qui m'intéresserait le plus, c'est le spin-off sur les robots. Vu que l'univers de Dune, comme vous le voyez, n'a pas d'intelligence artificielle et a des ordinateurs humains à la place, parce que avant il y a eu une guerre entre machines et hommes qui ont conduit à des invasions, à des guerres, etc. Et j'ai tellement envie de voir cette guerre en fait. De voir à quoi ressemblait le monde de Dune à l'époque où il y avait des intelligences artificielles. J'ai vraiment envie de voir cet univers-là. Parce que pour le coup, c'est vraiment un univers intéressant, un univers qui ne va pas à fond dans la technologie, mais qui est modéré en fait dans la technologie. Donc je trouve ça intéressant. Je crois que j'ai tout dit sur Dune, ça va prendre une vidéo entière, c'est certain. 27 minutes, oh, c'est pas si pire 27 minutes. Donc voilà pour Dune. J'ai vraiment aimé, l'un des meilleurs films de l'année, magnifique. Un gros défaut malgré tout, que je vous ai évoqué bien évidemment. J'espère vraiment que le 2 va être épique et que Denis Villeneuve va pouvoir faire sa trilogie. Et puis un cinématique univers avec d'autres trilogies Dune, avec des spin-offs sur les robots, sur les Bene Gesserit, tout ce qu'il veut. Après, après, il peut très bien ne pas adapter les autres films, vu que bien sûr ça devient de plus en plus psychédélique Dune, donc on peut esquiver ça également. Est-ce que c'est adaptable? C'est ça la question, c'est est-ce que les autres livres seraient adaptables? Je ne le sais pas, donc pour moi c'est à lui de juger. Le film a assez bien marché, mais pas non plus de manière exceptionnelle. Donc j'attends vraiment beaucoup de voir le succès du deuxième Dune en octobre 2023, dans une ère où j'espère il n'y aura pas de Covid, et où on aura un box-office normal, de voir quel chiffre il fera. Voilà, merci à tous pour cette vidéo. On va se retrouver maintenant pour la suite des critiques en parlant maintenant de Godzilla vs Kong.